Regarde là, Marcus. C'est vraiment une énorme déception. Mon père, président de la corporation Allen, a poussé un long et lourd soupir, en secouant la tête avant de prendre une gorgée de son alcool hors de prix. Il se confiait à l'investisseur assis en face de lui, Marcus Vance, mais il maintenait intentionnellement sa voix juste assez forte pour que chaque mot me transperce les oreilles. J'ai bâti un empire d'1 milliard de dollars, et ma fille unique choisit de se cacher dans une foutue base de l'armée de l'air, juste pour être une employée de bureau inutile, à tamponner des papiers jour après jour, et à compter des feuilles de fourniture. Un échec. Quel gâchis absolu. Marcus a laissé échapper un rire snob. Il a tapoté son cigare, jetant un regard d'un mépris total sur mes jeans délavés, et a renchéri, « Vous ne pouvez pas vous en vouloir, monsieur Allen. L'armée est rigide. Un gratte-papier restera toujours un gratte-papier. » J'avais le goût de la cendre dans la gorge. Il me disséquait avec désinvolture, piétinant ma fierté comme s'il s'agissait d'une simple conversation de salon. Je me suis mordu la lèvre très fort, serrant les poings jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, pour ravaler cette colère suffocante. Il n'avait aucune idée de ce que je faisais réellement dans la vie. Mais pour acheter un peu de paix avec ma famille, j'avais choisi de le supporter. Cependant, il semblait que le ciel en avait assez de leur petite comédie arrogante. Bam! Une chute libre brutale et incontrôlable a déchiré l'atmosphère. Le luxe a volé en éclats. Fini les discussions condescendantes. Il n'y avait plus que les cris atroces de milliardaires, rampant et grattant le plancher, alors que le jet privé s'inclinait sur le côté, le nez plongeant tout droit vers l'enfer. Le système de sonorisation a hurlé, avec la voix désespérée et sanglotante de l'hôtesse de l'air, le cockpit est plein de sang. Le capitaine a un grave traumatisme crânien. Il est évanoui. Le copilote est en état de choc. Que quelqu'un nous aide. Est-ce que quelqu'un sur ce vol sait piloter un avion? Mon père tremblait violemment. Il s'accrochait au pied de la table. Ce visage autoritaire d'il y a quelques instants était maintenant blanc comme un linge, attendant la mort dans une terreur muette. Pendant qu'il hurlait à en perdre la raison, mon système nerveux est automatiquement passé à la vitesse supérieure. J'ai détaché ma ceinture de sécurité, et je me suis levé calmement. Ses yeux sont sortis de leurs orbites, sa bouche s'est ouverte pour me crier de me rasseoir, mais je ne lui ai pas accordé un seul regard. Aucune colère, aucune considération pour les insultes de tout à l'heure, aucun désir de prouver quoi que ce soit. L'instinct professionnel a tout effacé. Mon cerveau a automatiquement filtré les cris. Mes yeux se sont fixés sur la porte fissurée du cockpit. J'ai marché droit à travers les débris, avançant directement vers l'odeur du sang frais. Mes lourdes bottes ont écrasé un morceau de papier qui voletait sur le sol. J'y ai jeté un coup d'œil pendant une fraction de seconde. C'était la demande de prêt pour vétérans, que mon père m'avait forcé à signer, à peine 15 minutes plus tôt. 15 minutes plus tôt. L'épaisse pile de papier a glissé sur la table en noyer poli. Elle s'est arrêtée à quelques centimètres de mes mains. Signe ça. Mon père n'a pas levé les yeux. Il a fait tourner son bourbon dans son verre. Les glaçons ont teinté contre le cristal, un son aigu et irritant dans la cabine silencieuse et pressurisée. J'ai baissé les yeux. Une demande de prêt immobilier pour vétérans. Mon nom était déjà imprimé sur la première ligne. L'adresse de la propriété indiquée était un vaste domaine de plusieurs millions de dollars, dans la banlieue de Dallas. Une maison dans laquelle il ne vivrait jamais. Juste un autre bien immobilier à revendre, une autre victoire à accrocher à son palmarès d'entreprise. Je ne vais pas contracter un prêt à mon nom pour que tu puisses acheter un bien locatif, ai-je dit. Ma voix était basse, plate. Il a cessé de faire tourner son verre. L'air dans la cabine s'est alourdi. Tu as une dette envers cette famille, Libby. Il s'est penché en avant. L'odeur de son eau de Cologne chère et de la fumée de cigare rance m'a envahi. J'ai dépensé une fortune pour ton éducation. J'ai bâti un empire pour que tu en hérites. Et tu as tout jeté par la fenêtre pour aller jouer à la poupée pour le gouvernement. Tu touches un salaire payé par les contribuables. Tu refuses de travailler pour moi. Ce prêt est le strict minimum que tu puisses faire, pour compenser ton manque total de contribution à cette famille. Il exploitait le système même, conçu pour protéger les gens qui mettent leur vie en jeu. Il voulait vider mes indemnités de risque, pour gonfler son portefeuille d'investissement. Ça me donnait la nausée. Marcus Vance, assis de l'autre côté de l'allée, a laissé échapper un rire sec et grinçant.
Il a tapoté l'index sur la table. La lourde Rolex en or a accroché la lumière de la cabine. Allons, Richard. Ne sois pas trop dur avec elle. Marcus a ricané, ses yeux descendant vers mes bottes éraflées, puis remontant vers mes jeans en dénime délavé. Sans la ligne de crédit de la famille Allen pour la soutenir, ce salaire de secrétaire du gouvernement ne lui permettrait même pas d'acheter une poignée de porte à Dallas. Laisse la fille se sentir utile, pour une fois. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. Discuter avec eux, c'était comme hurler contre un mur de briques. J'ai levé la main droite, j'ai posé 2 doigts sur le bord de la demande, et d'un mouvement fluide et délibéré, j'ai repoussé le papier directement de l'autre côté de la surface en noyer. Les feuilles ont débordé du bord, et se sont éparpillées sur l'épaisse moquette. Le visage de mon père a pris une violente teinte rouge. Je me suis détourné. J'ai tendu le bras et j'ai baissé le store du hublot, bloquant la lumière éblouissante du soleil. Le mouvement soudain a tiré sur la peau de mon dos. Une douleur aiguë et fulgurante m'a traversé la colonne vertébrale. La cicatrice. Elle partait de mon omoplate gauche, pour descendre jusqu'à ma taille. Un rappel irrégulier et permanent d'un pare-brise brisé à 40 000 pieds d'altitude. Un rappel de l'air glacial s'engouffrant dans un cockpit, et du maintien d'une machine mourante, avec pour seules armes des mains en sang et une volonté de faire. J'ai fixé le store en plastique fermé. Je me suis penché entre mes bottes, et j'ai attrapé la sangle en toile de mon vieux sac polochon vert olive. Je l'ai serré. J'ai agrippé le tissu rugueux jusqu'à ce que mes jointures soient complètement blanches. Je me suis concentré sur la douleur dans mes mains, pour étouffer le son de mon père qui jurait à voix basse, derrière moi. Il pensait que j'étais faible. Il pensait que mon silence était de la soumission. Il pensait que ma vie ne consistait qu'à tamponner des papiers et à aller chercher du café. Il n'avait aucune idée de ce qu'il avait fallu endurer pour mériter ce prêt, qu'il voulait tant. Puis, le sol a vibré. Un bruit sourd, lourd et écœurant, a résonné depuis l'aile droite. Le moteur a craché. Il s'est étouffé. Le verre en cristal de Marcus a violemment cliqueté contre le bois. Le bourbon s'est renversé, tachant les papiers sur le sol. Le souvenir s'est rompu. La gravité a disparu. Le sol s'est dérobé sous nos pieds. Dans le présent, les cris ont déchiré la cabine. L'odeur de l'alcool renversé s'est mêlée à la soudaine puanteur métallique de la peur. Ma lourde botte s'est écrasée sur la demande de prêt mouillé, et le papier s'est déchiré sous mon talon. J'ai enjambé mon père, qui pleurait maintenant à genoux. J'ai laissé leur monde pathétique derrière moi, et j'ai marché droit vers le sang dans le cockpit. La chute fut violente, un trou d'air mortel. Le Boeing 737 de 80 millions de dollars a percuté un mur de turbulence en ciel clair. La gravité a tout simplement cessé d'exister pendant 3 secondes terrifiantes. Les plateaux de service en argent ont décollé des comptoirs. Un plat de viande rôtie et de fromage coûteux s'est écrasé directement contre les boiseries en acajou. Les assiettes se sont fracassées, le verre a explosé. Mon père a été complètement projeté hors du canapé en cuir moelleux. Il a basculé en arrière, les bras battant l'air, avant que son visage ne frappe violemment le bord de la table basse. Un craquement écœurant. Il a heurté le sol dans un tas de laine sur mesure et d'alcool renversé. À l'arrière de la cabine, les gardes du corps, pourtant costauds, ont complètement perdu pied. Ils ont dégringolé les uns sur les autres, un enchevêtrement de costumes surdimensionnés et de grognements, s'écrasant contre la cloison arrière. Tout volait. Tout hurlait, sauf moi. Mon corps a réagi avant même que mon cerveau ne traite la peur. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas cherché à m'agripper aux accoudoirs. J'ai instantanément verrouillé les muscles de mon cou, gardant ma colonne vertébrale complètement rigide contre le dossier du siège. Mes 2 lourdes bottes se sont enfoncées fermement dans l'épaisse moquette, créant un point d'ancrage solide. J'ai forcé l'air dans mes poumons. Inspiré pendant 4 secondes. Expiré pendant 4 secondes. Maintenir le rythme cardiaque bas. Pendant que les milliardaires autour de moi se débattaient et gémissaient, mes yeux ont ignoré le chaos intérieur. J'ai regardé droit par le hublot. La ligne d'horizon était complètement fausse. Une inclinaison brutale de 20 degrés vers la droite. Le nez de l'avion cabrait de manière beaucoup trop agressive. La force G a frappé une seconde plus tard, s'abattant sur ma poitrine comme un bloc de béton. Le sang a déserté mon visage, se précipitant vers mes jambes. Les panneaux de plafond en plastique ont gémi.
Un grincement métallique strident, dû à la torsion des joints. L'odeur est arrivée ensuite. Le vin rouge renversé avait profondément imbibé la moquette, empestant le raisin aigre et le vomi. J'ai gardé les yeux fixés sur l'horizon. Le hurlement des moteurs est monté en régime, beaucoup trop tard. Les systèmes automatisés étaient complètement hors ligne. Quelqu'un à l'avant se battait avec le manche en mode manuel. Mais c'était faux. Le tangage était saccadé, non coordonné. Les ajustements étaient lents et frénétiques à la fois. La machine chancelait dans les airs. Quiconque s'agrippait à ce volant, était en train de perdre connaissance. Sur le sol, l'illusion du pouvoir a disparu. Marcus Vance, l'homme qui venait de passer 20 minutes à se moquer de mon salaire, rampait sur les mains et les genoux. Il pleurait, de vraies larmes laides coulant sur son visage, alors qu'il griffait la moquette, en hurlant des obscénités au plafond. « Réparez ça !»« Que quelqu'un répare ça !» criait-il, sa voix se brisant comme celle d'un enfant terrifié. Mon père était recroquevillé sous le bord de la table. Il serrait le pied en bois si fort que ses jointures étaient violettes. Le sang coulait régulièrement de son menton, sur sa cravate en soie importée. Il n'était plus le président de la corporation Allen. Il n'était plus qu'un vieil homme terrifié, attendant de mourir. Aucun d'eux ne m'a regardé. Aucun d'eux n'a demandé si j'étais blessé. Ma vie ne comptait pas pour eux, elle n'avait jamais compté. Puis, le système de sonorisation a grincé. Un éclat de parasite, suivi d'une voix étirée à l'extrême par la terreur absolue. Helena, la chef de cabine. Le cockpit est plein de sang, a-t-elle sangloté dans le micro. Le capitaine est évanoui, il s'est cogné la tête. Le copilote est en état de choc. Il ne peut pas tenir le coup. La cabine s'est figée. Même Marcus a cessé de crier. La réalité des mots a aspiré le peu d'oxygène qui restait dans la pièce. La voix d'Helena s'est brisée en un hurlement hystérique. Est-ce que quelqu'un sur ce vol sait piloter un avion? Les haut-parleurs se sont coupés. Mon père a regardé le sol dans le vide. Il a fermé les yeux, et a commencé à prier. L'homme qui pensait que son argent pouvait contrôler le monde, se cachait maintenant sous une table pour lui échapper. J'ai porté la main à ma taille. J'ai détaché ma ceinture de sécurité, et je me suis levé. Les lumières d'urgence orange pulsaient, jetant un flash rude et rythmique sur les débris. J'ai déclipsé mon harnais. La lourde boucle métallique s'est ouverte avec un claquement sec. Je me suis levé, déplaçant mon poids pour m'adapter aux violentes secousses du plancher. Mes bottes ont crissé sur la porcelaine brisée et la glace pilée. J'ai fait un pas dans l'allée. La main de mon père a jailli. Ses doigts tremblants et tachés de vin renversé, se sont refermés sur la coudoir d'une chaise renversée. Le sang coulait régulièrement d'une entaille sur son menton, éclaboussant ses chaussures en cuir importé. Il cherchait son souffle, la poitrine soulevée, mais l'emprise suffocante de son propre ego exigeait toujours un contrôle total. « Où diable crois-tu aller » a-t-il haleté. Il a essayé de se hisser, mais son genou a glissé sur la moquette détrempée. Il a heurté le sol de nouveau, avec un lourd grognement. « Rasseye-toi » a-t-il aboyé, la voix brisée. « Tu n'es qu'une employée de bureau, Libby. Arrête de faire un scandale. Rasseye-toi avant de te faire tuer. » Même maintenant, même avec le sol qui se dérobait sous nous, et le plafond qui se déchirait, il devait me remettre à ma place. Il devait me rappeler que je n'étais qu'une déception inutile. Je me suis arrêté. J'ai tourné la tête lentement. Je n'ai pas hurlé en retour. Je n'ai pas essayé de justifier mes actes. Je me fichais de son menton en sang, ou de la terreur dans ses yeux. Je l'ai simplement regardé. La lumière orange a balayé mon visage, mais je ne lui ai absolument rien montré. Pas de peur, pas d'inquiétude filiale, pas de panique. C'était un regard mort, vide, un regard forgé par des années passées à bloquer toute émotion humaine, dans des environnements sombres, glaciaux, et sous haute pression. J'ai regardé à travers lui, dépouillant le président milliardaire, pour ne laisser qu'un vieil homme bruyant et effrayé. L'air s'est épaissi entre nous. Le poids lourd et oppressant de mon silence a pesé sur lui, plus durement que la gravité de l'avion en chute. Sa mâchoire s'est agitée de haut en bas. Il voulait aboyer un autre ordre. Il voulait me crier dessus pour lui avoir manqué de respect. Je me suis penché d'à peine quelques centimètres. Ma voix était basse. Elle ne contenait aucune colère, seulement le poids froid et lourd d'une enclume de fer. Taisez-vous, et restez par terre.
Ces mots lui ont totalement coupé le souffle. Sa bouche est restée ouverte, mais le son est mort dans sa gorge. Ses doigts ont lentement relâché leur emprise sur la coudoir. Le grand Richard Allen s'est recroquevillé, ramenant ses genoux vers sa poitrine comme un enfant effrayé. Derrière lui, Marcus Vance a plaqué sa colonne vertébrale contre les boiseries en acajou. Il a ramené ses jambes serrées contre sa poitrine, dégageant l'allée. Il n'a même pas osé croiser mon regard. Ils étaient complètement brisés. Leur argent ne signifiait absolument rien ici, et ils le savaient enfin. Je leur ai tourné le dos, et j'ai marché droit devant moi, dans l'allée étroite et inclinée. Un lourd plateau de service en argent bloquait le passage, coincé entre deux chaises renversées. Je n'ai pas ralenti pour l'enjamber. Je l'ai frappé fort du revers de la main. Le métal a violemment résonné contre les boiseries, cabossant la surface polie avant de s'éloigner dans l'obscurité avec fracas. Je n'ai pas rompu mon allure. J'ai atteint l'épais rideau de tissu qui séparait la cabine VIP de l'office avant, et j'ai repoussé la lourde matière. Vincent, le chef de cabine impeccablement vêtu, était plaqué durement contre le petit comptoir de la kitchenette. Ses deux mains agrippaient le cadre métallique de la porte ouverte du cockpit. Il tremblait si fort que ses dents claquaient de manière audible. Son uniforme parfaitement repassé était couvert de taches sombres. Son visage avait perdu toutes ses couleurs, pâle comme un drap sale. Il a ouvert la bouche pour parler, mais seul un râle sec et grinçant en est sorti. Il m'a regardé, les yeux écarquillés par une horreur absolue. Il n'avait pas besoin de dire un seul mot. Une rafale d'air épaisse et lourde s'est échappée de l'espace sombre, au-delà du cadre de la porte. C'était la puanteur chaude et accablante du sang artériel frais. J'ai dépassé Vincent, et j'ai franchi le seuil. L'odeur m'a frappé comme un coup physique. Épaisse, cuivrée et chaude. L'odeur indéniable du sang artériel, piégé dans un tube métallique pressurisé. Le cockpit était un abattoir. Le voyant d'alarme principal clignotait d'un rouge aveuglant et violent. Une alarme perçante et rythmique hurlait dans l'espace exigu, martelant mes tympans. Le plancher tout entier vibrait violemment sous mes bottes. Un frémissement écœurant, qui me disait que la structure de l'avion était poussée au-delà de ses limites structurelles. Le capitaine Sterling était affaissé, lourdement penché sur la console centrale. Une fissure irrégulière parcourait le côté de son crâne. Son col blanc immaculé était complètement trempé, dégoulinant de rouge sombre sur le bloc des manettes des gaz en plastique. Il ne réagissait plus du tout. Dans le siège de droite, le copilote Julien y perdait la raison. Son visage avait la couleur de la cendre sale. Son bras droit pendait inutilement à ses côtés, l'avant-bras cassé et plié selon un angle écœurant et contre nature. Sa main gauche était verrouillée dans une prise de la mort sur le manche, les jointures blanches comme des os. Il tirait dessus de manière erratique. Il hyperventilait, sa poitrine se soulevant par petites secousses irrégulières. Il était dans les derniers stades du choc physique. C'est alors que j'ai entendu le raclement de chaussures en cuir de pris sur le sol de l'office, derrière moi. J'ai levé les yeux. La vitre sombre et inclinée du pare-brise agissait comme un miroir contre les lourds nuages gris à l'extérieur. Un reflet. Mon père s'était traîné dans l'allée. Il se tenait juste devant la porte du cockpit, s'appuyant lourdement contre l'encadrement. Il a tendu une main tremblante et ridée vers le dos de ma veste. Même maintenant, en sentant l'odeur du sang, en entendant les alarmes, son premier instinct était de me tirer en arrière. Pour affirmer son autorité. Il pensait toujours que je n'étais qu'une employée de bureau ignorante, sur le point de toucher à quelque chose de coûteux. Je ne me suis pas retourné. J'ai ignoré le reflet. Je me suis fendu en avant, et j'ai attrapé Julien par le col de son uniforme. Je l'ai secoué violemment, forçant ses yeux fous et terrifiés à se fixer dans les miens. Je n'ai pas crié. J'ai projeté. J'ai lancé ma voix depuis le fond de ma poitrine, coupant à travers les alarmes assourdissantes et le vent mugissant. J'ai parlé à Julien, mais mes mots étaient une frappe létale directe, visant l'homme qui se tenait derrière moi. Regardez-moi, ai-je ordonné, la voix dure comme le fer. Je suis le major Libby Allen, pilote d'essai furtif du Pentagone. Je prends les commandes. Pendant une fraction de seconde, l'alarme stridente a semblé s'estomper en arrière-plan. Un bruit sourd et lourd a résonné depuis l'office. 2 genoux heurtant les dures planches du sol. Pilote d'essai. Les mots sont restés suspendus dans l'air, épais et suffocants. Le reflet dans la vitre s'est effondré. Le président milliardaire,
l'homme qui avait passé les 2 dernières heures à se moquer de mon travail de bureau gouvernemental sans valeur, s'est complètement brisé. Toute sa réalité a volé en éclats, juste là, sur le sol mouillé de l'office. Il venait de réaliser qu'il avait remis sa vie entre les mains de la fille qu'il méprisait. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai absolument rien ressenti pour lui. J'ai tourné légèrement la tête vers le cadre de la porte. « Vincent » ai-je claqué. Le chef de cabine a sursauté. « Attrapez le capitaine par les épaules » ai-je ordonné. « Sortez-le de ce siège, tout de suite. » Vincent a dégluti difficilement. Il s'est précipité en avant, ses mains glissant sur le tissu ensanglanté, alors qu'il extrayait l'homme lourd et inconscient du siège de gauche, et le traînait à reculons dans l'étroit couloir. Je n'ai pas attendu qu'il dégage la porte. J'ai enjambé le pylône central, et j'ai glissé directement dans le siège du capitaine. J'ai attrapé le harnais à 5 points, en clipsant les lourdes boucles métalliques sur ma poitrine et mes genoux. J'ai tendu les bras, et j'ai enroulé mes 2 mains autour du lourd manche en plastique noir. Il était tiède. Il était glissant de sang frais. Le nez de la machine de 200 tonnes pointait directement vers la terre. Julien a lâché prise. Son bras cassé a glissé de ses genoux. Sa tête a roulé en arrière contre l'appui-tête. Le blanc de ses yeux est apparu, et un souffle rauque et difficile s'est échappé de sa gorge. Il était complètement inconscient. Le lourd Boeing a immédiatement roulé brusquement vers la droite. Le nez a plongé. Le plancher s'est incliné vers le bas, projetant un presse-papier qui a violemment cliqueté contre les palonniers. J'ai agrippé le manche. Le plastique épais, rendu glissant par le sang, semblait peser comme un bloc de béton. Ce n'était pas le manche électronique hypersensible d'un GDC moderne. C'était une résistance mécanique pure et lourde. Une machine de 200 tonnes luttant contre la gravité, et perdant la bataille. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas donné de coup sec sur le volant. J'ai calé mes bottes contre les panneaux du sol. J'ai enfoncé durement mon talon gauche dans le palonnier. J'ai serré mes mains autour des cornes du manche, et j'ai tiré. La résistance était massive. C'était comme essayer d'arracher la porte d'une chambre forte de ses gonds. J'ai serré les mâchoires. Les muscles de mes épaules se sont contractés sous mon fin t-shirt. La cicatrice sur mon dos s'est étirée, une ligne de feu brûlante irradiant le long de ma colonne vertébrale. J'ai compté dans ma tête. 1001, 1002, attendant que le système hydraulique l'en réponde. À l'extérieur du pare-brise, les nuages gris tournoyaient follement. À l'intérieur, l'alarme générale hurlait, un bip strident et assourdissant qui griffait les tympans. J'ai tiré plus fort. Mes avant-bras me brûlaient. La femme qu'ils appelaient un gratte-papier, la fille dont la seule valeur était une cote de crédit, soulevait maintenant le poids de leur vie misérable, à la force de ses bras. Lentement, le lourd nez a commencé à se relever. J'ai gardé les yeux fixés sur l'écran de l'horizon artificiel numérique. La petite croix jaune a tremblé. Elle a stoppé sa descente violente. Elle s'est hissée vers le haut, luttant à travers la moitié inférieure sombre de l'écran, pour finalement se hisser de nouveau vers la ligne bleue centrale de niveau. La pression physique pure sur mes bras était atroce. Le manche voulait basculer violemment en avant. J'ai déplacé mon pouce droit, et j'ai appuyé fermement sur le commutateur de compensation électrique, monté sur la corne du manche. Clic, clic, clic. Le stabilisateur dans la queue a gémi, déplaçant la charge aérodynamique de mes muscles, pour la transférer à nouveau sur la machine. La lourde colonne s'est lentement raidie dans mes mains. La pression s'est estompée. L'avion volait droit. J'ai pris une profonde et difficile inspiration. J'ai tendu le bras, et j'ai claqué la paume de ma main contre le bouton d'alarme générale clignotant en orange. L'alarme hurlante s'est coupée instantanément. Le silence qui a suivi était absolu. Pas d'alarme, pas de cri, juste le faible sifflement de l'air glacial s'engouffrant sur la vitre du nez, et le bourdonnement régulier et puissant des moteurs à réaction. Le chaos était terminé. J'avais forcé le monstre à retourner dans sa cage, à main nue. Derrière moi, séparée seulement par un fin rideau, la cabine était d'un calme mortel. Je savais que Richard et Marcus étaient là-bas, retenant leur souffle, tremblant sur le sol. Des hommes qui achetaient des politiciens, et licenciaient des milliers de personnes d'un trait de plume, maintenant réduits à de pathétiques et silencieux amas de chair, priant pour que la fille qu'ils détestaient ne les laisse pas mourir. Avez-vous déjà ressenti ce poids suffocant? Ce moment où les personnes qui vous ont rabaissé toute votre vie,
ont soudainement besoin que vous les sauviez? Si vous savez ce que c'est que d'être le pilier incompris de votre famille, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et laissez un commentaire ci-dessous. Racontez-moi une fois où vous avez dû réparer le désordre causé par quelqu'un d'autre, simplement parce que vous étiez le seul assez fort pour le faire. J'ai essuyé une traînée de sueur froide de mon front, avec le dos de mon poignet. Ma main est redescendue, maculée du sang de Julian. Je l'ai ignoré. J'ai tendu le bras au-dessus de la console centrale, j'ai attrapé le lourd casque radio noir qui reposait près des manettes des gaz, et je l'ai placé sur mes oreilles. Il était temps de parler au monde extérieur. J'ai pressé mon pouce contre le bouton d'émission sur le manche. Seattle Center, ici le Heavy 442, je déclare une urgence médicale. Ma voix était totalement plate. Les deux pilotes sont incapables d'agir. Je suis dans le siège de gauche. J'ai besoin d'une liaison directe avec le directeur des normes de vol de Boeing, immédiatement. À l'extérieur du cockpit, se cachant juste derrière le rideau de l'office, Marcus Vance s'était traîné hors du sol. Il a pressé son oreille contre la fine paroi de la cloison, haletant. Il écoutait. Il attendait encore que j'échoue. Il cherchait encore quelqu'un à blâmer. La radio VHF a crépité. Une explosion de parasites rudes. Puis, une voix profonde et grave a percé à travers le bruit. Heavy 442, ici Thomas Wright. Norme de vol de Boeing. Je confirme votre urgence. Madame, avant de vous guider à travers les affichages principaux, j'ai besoin de votre nom et de vos qualifications aéronautiques. Détenez-vous une licence privée? J'ai levé les yeux vers le rétroviseur monté au-dessus du pare-brise. Par la porte ouverte, je pouvais voir Marcus sourire en coin, attendant la chute, attendant que la secrétaire du gouvernement bafouille. Je me suis penché plus près du microphone. Je suis le major Libby Allen. Code d'habilitation du Pentagone, Dark Bird. Commandante du programme d'essai furtif expérimental. Les mots ont résonné depuis le haut-parleur situé au plafond de l'office. Marcus s'est pétrifié, sa mâchoire complètement bloquée. Son sourire en coin a disparu, remplacé par un regard hideux et vide, d'une terreur absolue. Il a titubé en arrière, ses genoux se dérobant sous lui. Il a heurté la moquette mouillée avec un bruit sourd. Il a regardé mon père, qui tremblait toujours sous la table. « Oh mon Dieu !» a chuchoté Marcus, sa voix se brisant violemment. Dark Bird. Richard, ta fille est la seule personne à avoir survécu aux essais de force G à haute altitude du gouvernement. C'est un fantôme vivant. Mon père fixait le mur. La couleur a déserté son visage. L'empire d'1 milliard de dollars qu'il avait bâti, l'argent qu'il utilisait pour contrôler tout le monde autour de lui, s'est soudainement réduit à la taille d'une pièce rouillée. La fille qu'il avait traitée comme un déchet, celle qu'il avait essayé d'escroquer pour qu'elle signe un prêt juste pour acheter une autre maison, était la pilote d'essai la mieux notée du pays. Il avait humilié une femme qui jouait avec la mort pour gagner sa vie. À la radio, Thomas Wright a poussé une longue et lourde respiration. Le soulagement a inondé sa voix. Major Allen. Compris. Dieu merci, vous êtes là-haut. Je connais votre dossier. Si quelqu'un peut gérer un appareil lourd, c'est bien vous. Quel est votre temps de vol total enregistré sur un 737? L'air s'est épaissi dans l'office. Marcus a retenu son souffle. Il attendait d'entendre des centaines d'heures. Il voulait une garantie que sa misérable vie était en sécurité. J'ai regardé droit devant moi, vers le mur infini de nuages gris. Le coin de ma bouche a tressailli, en un demi-sourire froid et cruel. 0. Un silence de mort à la radio. Dans l'office, Marcus a laissé échapper un gémissement pitoyable, et a enfoui son visage dans ses mains. Je n'ai jamais touché le manche de ce bus volant auparavant, ai-je dit, ma voix totalement dépourvue d'émotion. Guidez-moi pour enclencher le pilote automatique, Thomas. Tout de suite. Bien reçu, Major, a répondu Thomas, la voix soudainement tendue. Panneau supérieur de la console centrale. Appuyé sur le bouton étiqueté CMDA, j'ai tendu le bras, et j'ai frappé mon doigt contre le commutateur en plastique. Un fort clic mécanique a résonné dans le cockpit. Le lourd manche a donné un coup sec et violent dans mes mains, puis s'est verrouillé, dur comme de la roche. L'ordinateur a pris le relais de l'effort physique. L'avion s'est stabilisé. Je me suis adossé au siège, et j'ai lâché le volant. Le pilote automatique est enclenché, ai-je dit.
Bien. Reprenez votre souffle, Major, a dit Thomas. La statique a de nouveau crépité. Mais ne vous installez pas trop confortablement. Je viens de consulter les bulletins météo pour Seattle. C'est mauvais. Le plafond nuageux est à 800 pieds. Forte pluie. Les vents de travers sont violents. J'ai regardé les jauges de carburant. Nous n'avions pas assez d'essence pour nous dérouter ailleurs. Vous allez devoir la poser à l'aveugle, a déclaré Thomas. 800 pieds, a répété Thomas à la radio, sa voix rendue granuleuse par les parasites. Vous volez à l'aveugle jusqu'à ce que vous touchiez le sol, Major. Fiez-vous aux instruments. Je ne lui ai pas répondu tout de suite. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule droite, à travers la porte ouverte du cockpit. L'office était toujours un gâchis de verre brisé et de nourriture renversée. Mon père n'était plus à genoux. Il était assis à plat sur la moquette détrempée, le dos pressé contre les meubles, en pleurs. De larmes silencieuses et pathétiques, qui traçaient des sillons dans le sang séché sur son visage. Un sentiment lourd et amer s'est installé dans ma poitrine. Il avait passé toute ma vie à me détruire. Il manipulait mon salaire, il utilisait mon nom pour acheter des biens que je ne verrais jamais. Et pourtant, j'étais là, à m'engager dans un hachoir à viande pour que son cœur continue de battre. J'ai regardé Vincent, le chef de cabine, qui tremblait toujours près du rideau. Emmenez-le dans la cabine principale, ai-je dit, ma voix morte et froide. Verrouillez la porte derrière vous. Ne regardez pas par les hublots. Je ne voulais pas qu'ils voient le sol se précipiter vers eux. Je ne voulais pas que les cris de mon père soient la dernière chose que j'entende, si ce morceau de métal de 200 tonnes se brisait en deux. Vincent a hoché la tête précipitamment. Il a attrapé mon père par les épaules, et l'a traîné à reculons à travers l'épais rideau. La porte s'est refermée avec un clic. J'étais complètement seul dans la cage de verre. Juste moi, un copilote en sang, et la météo. Le Boeing est descendu plus bas. Le ciel gris et lumineux a disparu. Nous avons percuté la couche nuageuse. Instantanément, le pare-brise a été englouti par un mur de soupe gris foncé, épais et suffocant. L'horizon a disparu. Les repères visuels sur lesquels je comptais pour distinguer le haut du bas ont été complètement effacés. Et puis, le vertige a frappé. Ça a commencé à l'arrière de ma nuque, une sensation froide et rampante. Le fluide à l'intérieur de mon oreille interne s'est déplacé violemment, alors que le lourd avion rebondissait dans l'air turbulent. Mon cerveau murlait que l'appareil s'inclinait brusquement vers la gauche. Il me disait que nous étions en train de nous retourner sur le dos. Mon estomac a fait un bond vers ma gorge. L'envie physique d'agripper le manche et de le tourner violemment vers la droite était presque insoutenable. J'ai serré les dents très fort sur ma lèvre inférieure. Le goût cuivré de mon propre sang a envahi ma bouche. La douleur m'a ancré dans la réalité, elle a brisé l'illusion. Ignore ton corps. Ton corps te ment. J'ai forcé mes yeux à se détourner du vide gris, derrière le hublot. J'ai fixé mon regard exclusivement sur les carrés lumineux, bleus et marrons, de l'indicateur d'assiette numérique. La croix était parfaitement de niveau. Nous ne faisions pas de tonneau, nous volions droit. Réduisez la vitesse. Sortez le train, la voix de Thomas a craché dans le casque. J'ai baissé la main, et j'ai attrapé le lourd levier du train d'atterrissage. Je l'ai tiré vers l'extérieur, et poussé vers le bas. Un fort gémissement hydraulique a résonné sous le plancher. Clang. Clang. Les lourdes portes métalliques sous le ventre de l'appareil se sont ouvertes. Les énormes pneus en caoutchouc sont tombés dans le sillage aérodynamique. La traînée a été immédiate et brutale. L'ensemble de la cellule a tremblé, en percutant le mur d'air en mouvement. J'ai poussé les manettes des gaz vers l'avant. Les moteurs ont rugi, luttant contre cette résistance soudaine, juste pour empêcher la lourde machine de tomber du ciel comme une pierre. La pluie a commencé. Elle ne tombait pas, elle martelait l'épaisse vitre du pare-brise, comme des poignées de gravier jetées par un géant. « Écoutez-moi, Major !» a hurlé Thomas à la radio, sa voix luttant contre les parasites. « C'est un appareil commercial lourd, ne l'écrasez pas sur la piste. Vous allez arracher le train net. Vous devez cabrer le nez avant de toucher le sol. Tirez dessus. » J'ai resserré ma prise sur le manche, jusqu'à faire craquer mes jointures. 900 pieds. 858 cents. La soupe grise s'est déchirée. Le plafond nuageux s'est rompu.
Le sol s'est précipité violemment, à la rencontre de la vitre. Et elle était là, droit devant, la piste 16 litres. Elle était trempée de pluie, glissante d'eau stagnante, et elle n'avait pas l'air plus large qu'un fil à coudre. J'ai appuyé sur le bouton rouge de déconnexion, sur le manche, avec mon pouce. Le pilote automatique s'est désengagé. Un fort carillon d'avertissement répétitif a instantanément rempli le cockpit. La lourde machine était de nouveau entièrement entre mes mains. Un vent de travers brutal a frappé le flanc du fuselage. L'avion entier a été poussé violemment vers la droite. Le nez a dévié de la fine bande de béton mouillé. J'ai écrasé ma botte gauche sur le palonnier, en jetant le poids de mon épaule sur le manche, pour ramener la bête de 200 tonnes vers l'axe de la piste. 100 pieds. La pluie brouillait la vitre. Les essuie-glaces battaient frénétiquement, chassant à peine l'eau. 50 pieds. Ma mémoire musculaire hurlait dessus. Chaque instinct forgé lors des vols d'essai sous haute tension me disait de maintenir le nez vers le bas, de l'enfoncer sur le pont, de ne pas planer, de l'écraser et d'accrocher le brin d'arrêt. C'était comme ça qu'on survivait. On utilisait la violence pour vaincre la physique. Mais ce n'était pas un avion de chasse. C'était un tube creux et fragile, rempli de gens qui me méprisaient. Si je l'écrasais sur le béton, le lourd train d'atterrissage se briserait net. Le ventre frapperait la piste, et nous brûlerions. Je devais ravaler ma fierté. Je devais enterrer le pilote de chasse, et faire atterrir le bus de passagers. 30 pieds. Cabré, a hurlé Thomas à la radio. J'ai serré les mâchoires. J'ai tiré le lourd manche vers ma poitrine de toutes mes forces. Au même instant, ma main droite a attrapé les manettes des gaz, et les a ramenées à zéro. Les moteurs sont devenus silencieux. Le gigantesque avion est resté suspendu en l'air pendant une interminable seconde d'agonie. Le nez s'est soulevé juste assez. Bam! Les roues principales se sont écrasées sur l'asphalte mouillé. L'impact violent a envoyé une onde de choc le long de ma colonne vertébrale. Ma poitrine a bondi vers l'avant, s'écrasant durement contre le harnais à 5 points. J'ai immédiatement poussé le manche vers l'avant, plaquant la roulette de nez au sol. Ma main droite a attrapé le levier des aérofreins et l'a tiré vers l'arrière, déployant les aérofreins sur les ailes. Puis, j'ai levé les inverseurs de poussée. Les moteurs ont rugi avec un hurlement mécanique assourdissant, projetant des milliers de kilos de poussée vers l'arrière, contre le flux d'air. La décélération a été brutale. Elle m'a de nouveau projeté vers l'avant, les sangles entaillant profondément mes clavicules. Sous mes lourdes bottes, les freins anti-blocage martelaient follement, un tremblement rapide et violent, alors que le caoutchouc luttait pour trouver de l'adhérence sur la piste inondée. 60 nœuds. Les lumières de fin de piste se rapprochaient, des lumières rouges clignotant à travers la pluie. 30 nœuds. Les lourdes secousses se sont calmées. Le rugissement assourdissant des inverseurs a ralenti, pour devenir un bourdonnement sourd et puissant. 10 nœuds. L'avion s'est arrêté. Nous étions pile au centre de la piste. La pluie continuait de marteler la vitre, mais le lourd Boeing 737 était complètement immobile. Il n'y a pas de sentiment comparable à celui de leur prouver qu'ils ont tort, n'est-ce pas? Ce moment où l'on réussit l'impossible, pendant que les gens qui nous traitaient de bons à rien, sont assis juste derrière nous, totalement impuissants. Si vous avez déjà eu à faire taire ceux qui doutaient de vous, au sein de votre propre famille, avec des preuves solides et irréfutables, cliquez sur le bouton j'aime, et abonnez-vous à la chaîne. Laissez un commentaire ci-dessous, avec un seul mot, fait. Faites-moi savoir que je ne suis pas la seule à avoir dû porter ce poids mort. J'ai tendu le bras, et j'ai tiré le lourd levier du frein de parc. Il s'est verrouillé avec un clic. J'ai lâché le manche. Mes doigts étaient raides, crispés comme des crochets. J'ai regardé la pluie ruisseler sur la vitre. L'adrénaline qui avait fait battre mon cœur pendant les 20 dernières minutes a soudainement disparu, ne laissant rien d'autre qu'une douleur creuse et glaciale dans ma poitrine. J'ai détaché mon harnais, j'ai posé mes avant-bras sur le plastique taché de sang de la console centrale, et j'ai lentement posé mon front sur le volant. Les moteurs ont ralenti, un léger sifflement mourant, qui a fini par s'estomper dans un silence total. À l'extérieur de l'épaisse vitre, la pluie continuait de frapper le nez de l'avion, des tapotements étouffés et rythmés, au loin. Coupant à travers le mauvais temps, le hurlement aigu des sirènes d'urgence est devenu plus fort. Des camions de pompiers et des ambulances se précipitaient sur le tarmac mouillé. Je me suis adossé dans le lourd siège du capitaine. La chute d'adrénaline m'a frappé comme un mur de briques. Mes avant-bras semblaient complètement vides.
Les muscles de mes mains se sont contractés et ont eu des spasmes involontaires, mes doigts se recroquevillant vers l'intérieur. La sueur froide collait mes cheveux à mon front. Le dos de mon t-shirt était trempé, s'agrippant étroitement à la cicatrice irrégulière qui parcourait ma colonne vertébrale. Je n'ai pas ressenti de soulagement. Je n'ai pas ressenti cet afflux soudain de joie dont les gens parlent toujours lorsqu'ils trompent la mort. Je me suis senti complètement, totalement vide. Derrière moi, la lourde porte du cockpit a été grande ouverte. Mon père a trébuché à l'intérieur. Il n'a pas regardé la console fracassée. Il n'a pas regardé la flaque sombre de sang qui tachait le sol sous le siège de droite, où Julian était toujours évanoui. Il s'est jeté en avant, et a passé ses bras autour de mes épaules. Il m'a serré dans ses bras, d'une étreinte désespérée, suffocante. Il a enfoui son visage dans mon cou, et le président milliardaire s'est mis à sangloter. Des pleurs bruyants, laids et haletants, ceux d'un homme qui venait de regarder la faucheuse droit dans les yeux. Je suis désolé, s'est-il étranglé, ses larmes chaudes et humides contre mon col. J'étais aveugle. Libby, tu nous as sauvés. Tu es une héroïne. J'avais tellement tort. Je suis vraiment désolé. Il tremblait violemment. L'homme qui avait passé toute sa vie à me modeler pour que je sois un échec, qui s'était moqué de mon salaire, qui avait essayé de voler mes indemnités il y a quelques heures à peine, s'accrochait maintenant à moi comme un enfant effrayé. Je n'ai pas levé les bras. Je ne l'ai pas serré en retour. Je suis resté parfaitement immobile. Mes mains reposaient mollement sur mes genoux. Je l'ai laissé pleurer pendant exactement 5 secondes. Puis, j'ai levé les mains. J'ai posé mes paumes à plat contre sa poitrine. Je ne l'ai pas repoussé violemment. J'ai juste exercé une pression lente, constante et immuable, jusqu'à ce qu'il soit obligé de reculer. Ses mains se sont détachées de mes épaules. Il a baissé les yeux vers moi, ses yeux rouges et gonflés, cherchant sur mon visage un signe de pardon. Il cherchait la fille qui restait toujours silencieuse. La fille qui encaissait toujours les abus, pour préserver la paix de la famille. Il n'a rien trouvé. Mes yeux étaient complètement morts. Il ne restait aucune haine. La haine exigeait de l'énergie, et je n'en avais plus à lui donner. Il n'y avait qu'une pitié froide et vide. Ces excuses ne signifiaient absolument rien. Elles n'étaient pas nées de l'amour, mais de la pure terreur. J'ai débouclé le harnais à 5 points, les fermoirs métalliques cliquetant contre le siège en plastique. Je me suis levé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Gardez cette vie », ai-je dit. Ma voix n'était qu'un chuchotement plat et grave. « Et faites en bon usage, monsieur Allen. » Les mots l'ont frappé plus durement que l'avion percutant le béton. « Monsieur Allen. » Sa bouche s'est ouverte, mais il n'a pas pu respirer. Tout son visage s'est affaissé. La prise de conscience s'est abattue sur lui, lourde et absolue. Il avait survécu au vol, mais il avait perdu sa fille pour toujours. Son autorité, son argent, son titre, rien de tout cela ne pourrait racheter ce qu'il venait de détruire. Je me suis détourné de lui. J'ai baissé la main vers le plancher, et j'ai attrapé la sanglante toile de mon vieux sac polochon vert olive. Je l'ai jeté sur mon épaule endolorie. Je me suis tourné de côté, me glissant près de son corps pétrifié dans l'embrasure étroite de la porte. Mes lourdes bottes ont enjambé le sang sur le sol. Je suis sorti du cockpit, j'ai traversé l'office dévasté, et je n'ai pas regardé en arrière. La porte de la cabine principale s'est ouverte avec un lourd sifflement de dépressurisation. L'air froid de Seattle s'est engouffré, apportant l'odeur humide du carburant d'aviation et de la forte pluie. À l'extérieur, le tarmac était une mer chaotique de lumière d'urgence rouge et bleue clignotante. Des ambulances et des camions de pompiers entouraient le Boeing. J'ai posé le pied sur le seuil métallique. Mes lourdes bottes ont crissé une dernière fois sur la moquette abîmée et imbibée de vin. Une équipe de paramédicaux se précipitait déjà sur la passerelle mobile. La chef des ambulanciers, une femme avec « Sarah Jenkins » imprimée sur sa veste, s'est arrêtée net sur la dernière marche. Elle a regardé par-dessus mon épaule, à l'intérieur de la cabine détruite, puis ses yeux se sont fixés sur mon jean taché de sang et le sac de sport olive délavé, jeté sur mon épaule. « Madame » a balbutié Sarah, les yeux écarquillés d'incrédulité, « est-ce que c'est vous qui avez posé ce gros porteur ?» Je ne lui ai offert aucune explication. Je lui ai juste adressé un hochement de tête bref et unique, et j'ai levé la main pour remonter la fermeture éclair en métal froid de ma veste, jusqu'au menton. « Laissez-moi passer » ai-je dit.
Ma voix était basse, ne laissant aucune place à la discussion. Sarah s'est rapidement écartée, se pressant contre la rambarde. J'ai commencé à descendre les escaliers métalliques. La pluie a immédiatement trempé mes cheveux, mais le vent glacial m'a semblé incroyablement pur contre mon visage. Il a lavé la puanteur étouffante du sang, de l'alcool bon marché et des égos brisés. La profonde cicatrice sur mon dos, celle qui m'avait fait souffrir pendant des heures, était maintenant complètement engourdie. J'étais à mi-chemin de l'escalier quand j'ai entendu des pas lourds et frénétiques derrière moi. « Major ! Major Allen, attendez !» Je me suis arrêté. J'ai tourné la tête juste assez pour regarder vers le haut de l'escalier. Marcus Vance avait bousculé les paramédicaux. L'arrogant milliardaire d'il y a 2 heures avait disparu. Son costume de prix était déchiré et taché de vomi. Son visage était pâle et luisant d'une sueur grasse. Il a trébuché de 2 marches, trébuchant presque sur ses propres chaussures en cuir importé, avant de s'arrêter juste au-dessus de moi. Il tremblait. Il me regardait, non plus avec la condescendance d'un riche investisseur, mais avec la terreur brute et nue d'un homme qui regarde un dieu. Il s'est penché en avant, les mains jointes dans un geste pathétique de supplication. Major Allen, Darkbird, a haleté Marcus, la voix gémissante, mielleuse et écœurante. Je n'en avais aucune idée. Vraiment, c'est un honneur absolu. Écoutez, mon cabinet gère des contrats de défense. Des capitaux énormes. Nous pourrions. J'espère que nous pourrons collaborer sur de futurs projets. Je peux faire de vous une femme très riche. Il essayait encore d'acheter sa porte de sortie. Il essayait encore de mettre un prix sur le pouvoir. Je suis resté parfaitement immobile sur la marche métallique mouillée. J'ai levé les yeux vers lui. Les lumières bleues clignotantes des voitures de police illuminaient le désespoir absolu dans ses yeux. J'ai laissé le silence s'installer. Je lui ai laissé sentir le poids écrasant de sa propre insignifiance. Lentement, le coin de ma bouche s'est étiré en un demi-sourire froid et irrégulier. « Désolé, monsieur Vance », ai-je dit, ma voix portant clairement au-dessus du bruit des véhicules de secours tournant au ralenti. Je suis trop occupé à tamponner des feuilles de fournitures inutiles. Marcus s'est figé. Je ne suis qu'une gratte-papier du gouvernement, ai-je continué, lui renvoyant ces mots exacts prononcés dans la cabine, en plein visage. Je crains de ne tout simplement pas avoir le temps de discuter de questions de haut niveau avec vous. Sa mâchoire est tombée. Les couleurs qui lui restaient ont complètement disparu de son visage. Il est resté là, absolument paralysé, s'étouffant avec le goût amer et humiliant de sa propre arrogance. Je n'ai pas attendu de réponse. Je lui ai tourné le dos. J'ai ajusté la lourde sangle de toile sur mon épaule, et j'ai descendu le reste des escaliers. Mes bottes ont heurté l'asphalte mouillé de la piste. J'ai marché droit à travers les lumières clignotantes, au-delà des ambulances hurlantes, et au-delà des restes de la fierté d'1 milliard de dollars de la famille Allen. La pluie froide battait mes épaules, mais ma colonne vertébrale était parfaitement droite. Je marchais seul dans le noir, mais pour la première fois de ma vie, j'étais enfin libre. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ce voyage. Si l'histoire de Libye a trouvé un écho en vous, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à la partager et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires de libération et de reprise de pouvoir. Jusqu'à la prochaine fois, restez forts, croyez en votre valeur, et prenez soin de vous. Au revoir.